Avoir cette stabilité que tout le monde cherche. Et j'étais convaincu que je voulais pas faire de CDI et que je voulais bosser à mon compte. Je vais tourner entre 25 et 40 000 par mois. C'est difficile à dire parce que chaque année, j'ai quasiment doublé mon CA. Ça a l'air tellement simple. On se demande pourquoi Camera existe. Parce que du coup... En fait, quand ils vont pas comprendre la chose, ils vont aller directement la chercher sans que je sois derrière à devoir leur expliquer. Déjà, je gagne mieux ma vie. Je bosse 3 fois moins. Je suis à mon compte. J'ai pas de pression de manager. Par exemple, je réussirais peut-être pas dans un modèle où je suis en industrie ou en banque, où c'est hyper cadré, hyper processé. En moins de 20 jours, mon process il est fini, du moment où j'ai le brief jusqu'à ce que la personne soit recrutée. Les clients avec lesquels je bosse, j'ai pas besoin de me rassurer avec une journaliste de TF1 qui me contacte pour me demander en fait de venir au plateau, confronter Marine Le Pen, lui raconter mon histoire et en fait parler de l'immigration. Hello, et donc on accueille aujourd'hui Walid Benjeloun. Hello. Salut, merci de m'accueillir. Salut Walid. Salut. Tu vas bien? Ouais, super. Et toi? Oui, ça va, merci. Dorothée, ça va? Ça va, ça va. Écoute, je suis pas sûre que tout le monde te connaisse. Nous, on t'a rencontré parce que tu fais partie du Club Headlinker. Donc, on t'a vu à quelques apéros déjà. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. D'ailleurs, les conversations sont toujours d'un très haut niveau. Ouais. Et prochain apéro demain, pour ceux que ça intéresse. Mais le podcast sera pas sorti, donc en fait, aucun intérêt. Walid, du coup, je vais raconter ton histoire. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. T'es très jeune, on va en reparler après. Bon, pas si jeune que ça, mais... En tout cas, tu viens du Maroc, tu as grandi au Maroc. Ouais. Et puis après, on t'arrive en prépa et à l'EM Lyon. Donc déjà, ça m'intéressera de savoir comment on grandit au Maroc et qu'on arrive dans ce cadre un peu élitiste académique. Ouais. Et puis ensuite, tu arrives très très vite dans le recrutement et en fait, tu ressors très vite du salariat. Je ne sais même pas si tu as déjà été salarié. Non, quasiment jamais été salarié. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. Et du coup, tu crées directement, tu te mets à ton compte et tu arrives très vite à diversifier tes sources de revenus. Tu as aujourd'hui un très haut niveau de rémunération. On verra si tu veux nous en dire plus. Et voilà, tout ce parcours, on voulait l'évoquer avec toi. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Super. Et puis, commençons tout de suite. Ouais. Donc, petit Walid du Maroc. Le petit fil rouge depuis le début. J'ai grandi au Maroc, donc à Tanger, parents marocains. J'ai 2 frères et une sœur. Et en fait, j'étais à la mission française, donc c'est une école française au Maroc. Donc j'ai grandi avec des profs français, des étudiants qui étaient à la fois marocains, français, espagnols et ainsi de suite, donc beaucoup de diversité. Et en fait, arrivé au bac, on avait soit le choix de rester au Maroc, soit on était directement intégré avec les Français pour accès avec APB ou Parcoursup aujourd'hui. J'hésitais entre faire de la médecine ou faire un truc plutôt business. Donc je suis parti en prépa parce que c'est un peu quand on est bon à l'école et qu'on ne sait pas trop quoi faire, on nous jette directement vers la prépa. Comme les Français en fait. Donc, c'est exactement ça, mais en fait on n'était pas considérés différemment. Prépa, 2 ans, donc j'avais fait le parc à Lyon. C'était assez intense, ça m'avait beaucoup plu. Mais en même temps, ça me manquait de travailler. En fait, je voulais directement travailler, donc j'ai créé mon statut auto-entrepreneur pendant que j'étais en prépa. J'avais commencé à faire des missions assez basiques de terrain, distribution de flyers, du service par exemple, du porte-à-porte, commercial terrain pour des entreprises. Et après, j'ai intégré l'EM Lyon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon père voulait que je cube, parce que c'était pas assez bien pour lui, mais finalement, j'ai réussi à le convaincre que le Lyon c'était pas si mal. Mais il connaissait que HEC. Donc s'il n'y avait pas HEC, ça veut dire que j'avais raté ma prépa. Mais finalement, je lui ai expliqué que c'était très bien aussi. Et du coup, via l'EM Lyon, j'ai continué à bosser en freelance. Et c'est à travers une mission étudiante que j'ai atterri dans le recrutement. Donc c'était une mission étudiante via une asso qui nous permettait de bosser en fait à 20 heures par semaine. Et j'ai commencé avec Agicap. Donc Agicap, Scale-up série B, qui était en train de doubler ses effectifs. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que j'avais la flexibilité que je voulais. J'étais bien rémunéré pour un étudiant. J'étais à peu près à 20 € de l'heure. Et je pouvais travailler d'où je voulais. C'est-à-dire que je suis parti faire un échange aux US. Et ça ne leur a pas empêché de vouloir continuer de travailler avec moi. Et j'ai organisé mes horaires comme je voulais, même avec le décalage horaire, etc. Et après cette expérience-là, j'ai voulu... parce que là, du coup, c'était déjà du recrutement. C'était du recrutement, oui. Ah bon? Et j'étais encore à l'EM. Attends, je comprends pas. Tu fais un équivalent de stage chez Agicap? C'était pas un stage, c'était une mission étudiante. Oui, dans le cadre de ton association. Ok, très bien. Mais c'est quoi le projet? C'est quoi tes missions
En fait, sur cette c'était du mission? RPO. C'était nommé différemment. C'était mission étudiante, recrutement. Finalement, c'était du RPO. En fait, on avait des briefs. On bossait avec le manager et on essayait de sourcer un maximum de personnes pour pour des profils product manager ou autres. Et sur des marchés, France, Espagne, Italie, Allemagne, par exemple. Mais t'étais formé par qui, Euh, là, du coup? J'étais pas formé. On avait une formation de 2 heures par un manager qui nous disait en fait ce qu'il voulait. Il nous disait voilà le profil que je veux. Je vous donne un compte LinkedIn. Vous regardez. Si vous avez des questions, vous m'appelez. Attends, Ça a duré 2 Ouais, heures. parce que là, attends, c'est top, parce que... Ah là, la formatrice, je la sens qui bouillonne à côté. Vas-y, pose Ouais. tes questions, Cameron. ok. Donc, t'es pas formé, ok, très bien. Ouais. Mais déjà, comment est-ce que tu trouves la mission? C'est-à-dire, comment est organisée l'association et comment vous trouvez la mission Agicap? En fait, à l'EM Lyon et dans d'autres écoles de commerce, généralement, il va y avoir des missions, enfin des associations étudiantes Oui, dont le job est de trouver des missions pour leurs étudiants. oui. Donc, par exemple, il va y avoir des missions de conseil, des missions de prospection, des missions de démarchage. Et là, c'était une mission de recrutement, du coup, pour Agicap. Et en fait, l'association prospecte des entreprises, ou les entreprises viennent à cette association, et après, proposent la mission aux étudiants. Moi, j'avais fait un stage auparavant. J'avais essayé de recruter la personne qui allait me suivre derrière. Et donc, je pouvais mettre ça en avant pour avoir la mission. J'avais juste recruté le stagiaire qui venait après moi. Et du coup, voilà comment je me suis lancé dedans. Et donc, avec succès, puisque finalement... Finalement, ça s'est assez bien enchaîné. C'est-à-dire qu'après cette mission Agicap, j'ai été contacté par une personne qui bossait chez Humani à l'époque. Donc Humani, c'est une boîte qui place des RPO justement dans des entreprises et qui m'a proposé une mission à 2 jours et demi par semaine en RPO dans une scale-up lyonnaise. Startup, scale-up, c'était une 50aine à peu près. Et donc j'ai fait la mission et c'était en parallèle de mon stage qui était nécessaire pour valider mon parcours scolaire. En fait, j'étais à 2 jours et demi et après j'avais mon stage à côté. La mission a duré 6 mois. Ça s'est très bien passé. Après, ils n'avaient plus de besoin. Donc après, en fait, on s'est mis d'accord pour continuer à bosser ensemble, mais au succès. Et donc, j'étais plus RPO, mais j'avais déjà commencé à bosser un peu au succès. Et ensuite, là, la question vraiment se posait pour moi, est-ce que je continue dans le recrutement? Est-ce que je suis en freelance? Est-ce que je suis en CDI? Et la difficulté, c'est aussi que je suis marocain. Et donc, j'ai pas de papier français à l'époque. Et en fait, tout mon entourage, toutes les personnes que je connais me conseillent d'aller vers un CDI pour avoir une stabilité, essayer d'avoir un titre de séjour qui te permet de rester en France et avoir cette stabilité que tout le monde cherche. Et j'étais convaincu que je voulais pas faire de CDI et que je voulais bosser à mon compte. Et donc, je fais 1000 recherches à droite, à gauche. J'avais personne qui avait déjà fait de l'entrepreneuriat après avoir été étudiant. Et finalement, je trouve sur le site de la préfecture qu'il y avait un moyen qui était le passeport talent création d'entreprise, qui est à peu près la même chose que le passeport talent, sauf que c'est beaucoup plus compliqué à avoir. Il faut faire ses propres démarches, il faut faire un business plan, il faut investir 30 000 € dans sa boîte. Et au final, j'arrive à monter le dossier. Il est accepté par le ministère de l'Intérieur. Et du coup, je peux comme ça lancer ma boîte. Et au final, en fait, j'étais en parallèle entre prendre un CDI et prendre une mission RPO. Je me suis dit que j'allais me lancer sur la mission RPO pendant 3 mois, voir ce que ça donne. Et puis après, je verrai pour le CDI plus tard. Donc, j'avais refusé 2 CDI. Et finalement, en fait, la mission que j'avais prise à l'époque ne s'est quasiment pas terminée parce que je bosse encore avec la boîte, qui est d'ailleurs Ringover, du coup. Et voilà, du coup, ça fait 3 ans que je m'étais lancé via une mission comme ça. Et alors ça, je me souviens quand on en a parlé à l'apéro, Camera avait des grandes convictions sur les mecs qui sortent pas de cab, ils sont pas bons. Non. C'est pour ça que tu es arrivé ici, en fait. Parce que tu vois, à chaque fois, on est sèche sur ce parcours. Bref, donc du coup, Ringover, RPO, tu continues le RPO. Ça me fait marrer parce que tu as commenté un post d'Alexandre de Marquilly il y a pas très longtemps. Et après, comme moi, j'avais répondu sur ton commentaire, il m'a dit « Mais ouais, c'est qui ce gars ? D'où ça sort ?» Parce qu'il paraît que le RPO, c'est un peu un truc de pauvre. Hein, c'est un truc... Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Walid ? Tout dépend de ce qu'il entend par pauvre. Enfin, est-ce que vous savez à peu près c'est quoi les chiffres de ces consultants à lui ?
Bah, c'est comme ça, on Ils compare ce communiquent, qui je crois c'est que sur pauvre une ou moyenne pas. à 120 000, un truc comme ça. Et puis après, il y a des très performeurs et puis des moins performeurs. Bah, la question, c'est surtout, aujourd'hui, donc toi, tu Ouais. es un RPO, Ouais. mais tu fais pas que ça. Non. Tu vis très bien ton activité. Est-ce que tu peux surtout nous dire, ou nous donner, si c'est possible pour toi, une fourchette de chiffre d'affaires que tu fais mensuellement? Ok. Et c'est quoi l'équivalent en net, enfin, ce qui rentre dans ta poche? Bah, en fait, moi, je vais tourner entre 25 et 40 000 par mois. Ok. Donc ça, c'est du CA. Après, je vous laisse faire le calcul pour faire ça à l'année. Mais en gros, c'est difficile à dire parce que chaque année, j'ai quasiment doublé mon CA. Donc ça fait combien de temps que tu t'es lancé? 3 ans à peu près. 3 ans. Et donc tu as doublé ton CA chaque année. Ouais. Ok. Enfin, fois 2,5, fois 2, ça dépend Ok. de l'année. Et là, ça continue sur la même croissance. Donc non, pauvre, non. J'ai Donc, envie de donc dire le non. RPO, ça peut être une activité rentable. Bah, en fait, déjà, si on se base juste sur le RPO, un RPO, en moyenne, il va être à 4... Enfin, un RPO qui va commencer ou qui a 3 ans d'expérience, il va être à 400 à peu près de TGM. Et un RPO qui va être reconnu et qui va avoir une bonne expérience, il va plutôt être aux alentours des 500-600. Et après, si on monte plus haut avec du management, etc., on peut monter à 700-800. Donc, si on prend la moyenne, on est aux alentours des 500. Ok. 500 euros fois 200 jours travaillés, on est à 100 000. Donc, si le RPO fait que du RPO, il est déjà à 100 000. Ok. Et s'il bosse que 200 jours par an, moi, je bosse 250 jours par an. Ou 260. Enfin, je facture 250 ou ça 260. Ok, mais toi, tu fais pas que du RPO non plus. Je fais pas que du RPO, c'est Tu ça. fais quoi, J'ai du coup? commencé par le RPO, en fait, pendant un an et demi. Et après, ma mission se passait très bien. Mais du coup, en fait, il y a des managers qui sont partis dans d'autres boîtes, des personnes que j'avais recrutées qui sont parties dans d'autres boîtes et qui ont commencé à me recommander. Mhm. Donc, toi qui m'ont rappelé. Et forcément, vu que mon temps n'est pas infini, au lieu de leur proposer du RPO, je leur ai proposé du succès. Donc, ça, c'est une première porte qui m'a permis de me diversifier, c'est-à-dire de faire à la fois du RPO, c'est-à-dire je vends mon temps et je suis à 8 heures par jour pour une boîte. Mais à côté, moi, j'ai plus que 8 heures par jour dans une journée. Mm. Et donc, je bossais en plus pour aller chercher ce succès derrière. Et j'arrivais à faire 1 à 2 placements par mois, en plus du RPO. La deuxième chose, c'est que par exemple, on me contacte pour faire du RPO. Et en fait, c'est le modèle de Chris Collie que vous devez peut-être connaître. Mhm. On me contacte, je ne suis pas dispo pour une mission RPO, je la recale à un ami qui est RPO. C'est-à-dire que et tu prends une commission sur son TGM. Ok. Ok. Et donc toi, tu recrutes toujours startup scale-up que des profils tech? Je me suis aussi diversifié. Donc pendant 3-4 ans, je faisais que ça. Donc startup, scale-up, SaaS, B2B. Donc aujourd'hui, c'est ma grande spécialité. Mais après, justement, il y a des personnes qui m'apportent des affaires. Et ça peut être sur du modèle conseil, par exemple, finance, ESN. Enfin, je suis ouvert à peu près à tous les secteurs parce qu'en fait, comme je suis monté en compétence sur les startups, je me dis que je peux aussi monter en compétence sur le reste. Ok, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, tu as 3 activités en réalité. Tu as le RPO, tu as le placement et tu as l'apport d'affaires. Mhm. Tu peux nous donner la répartition de ces 3 activités en termes de chiffre Ouais, d'affaires? alors sur RPO, je pense qu'on va être à 50%, 50-60%. Placement 30%, et après 10% pour le placement de... Enfin, l'apport d'affaires. Ouais, 10-20% du coup. Ok. Ouais. Ok, très clair. Et tu vois, moi, je rencontre pas mal de consultants en recrutement indépendants, parfois soit qui sont en RPO, soit qui font que du placement et qui se posent la question de faire les deux parce qu'ils savent pas comment faire les deux. Toi, aujourd'hui, comment tu arrives à lier ces 2 activités? Parce que du coup, effectivement, en fait, tu as une deuxième journée qui commence derrière ton RPO. Enfin, comment ça s'articule dans ton organisation? Alors, il y a 2 choses aujourd'hui. En fait, quand je me suis lancé sur le placement de candidats, j'ai vite fait appel à des freelances qui vont bosser avec moi pour faire la partie sourcing. Et en fait, moi, je garde la partie client et la partie validation du candidat. Donc, c'est-à-dire, le freelance va m'apporter le candidat, je vais le valider et quand je l'ai validé, je le présente au client. Donc, en fait, comme ça me permet de pouvoir me focaliser sur ma mission, qui reste la principale. Et de faire travailler des personnes pour moi. Donc au début, j'ai commencé avec freelance. Aujourd'hui, là, j'ai pris quelqu'un à temps plein et j'ai 2 personnes quasiment à temps plein aussi. Donc aujourd'hui, on est 4 dans mon équipe. Ok. Et tu les as identifiés comment, ces gens-là? C'est d'anciens collègues avec qui tu travaillais déjà? Comment tu fais pour savoir s'il y a un gars? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bosser. Moi, je suis contactée tout le temps par des gens qui me disent « Ouais, moi, j'ai besoin de créer une équipe de freelance. Est-ce que tu peux me donner des noms et tout ?»
C'est très difficile. Moi-même, c'est mon activité d'identifier Ouais. les bons recruteurs et les moins bons. C'est pas facile. Toi, tu as fait comment? Est-ce que c'est des gens avec qui tu avais déjà bossé? En fait, j'ai leverage mon réseau de l'école. C'est-à-dire que j'ai publié un message sur le réseau de l'école, on est plus de 40 000 dessus, en disant je cherche un étudiant ou un jeune diplômé qui veut une mission. J'ai mis les conditions, full remote, bien payé, tu t'organises comme tu veux, etc. Et je me suis fait assassiner de messages. J'avais plus de 50, 100 messages. Et en fait, je suis parti juste avec les personnes qui étaient proches de mon réseau, c'est-à-dire quelqu'un que je Mhm. connaissais ou quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui me l'a recommandé. Et donc, tu as pris des gens qui connaissaient comme toi à l'origine pas du Pas tout du le tout. Ouais. recrutement et tu les as formés. Ouais. Comment? De la même manière que j'étais formé, c'est-à-dire que je lui explique un peu comment ça marche, je lui montre LinkedIn, je lui montre les filtres, je lui explique ce qu'est le poste, et après je lui dis tu as ChatGPT, tu as Google, tu te renseignes, et si tu as des questions, je suis là. Et en fait, chaque jour, je faisais un appel de 15-20 minutes où je répondais à leurs questions. Et en fait, c'est surtout quand on allait voir les profils, euh, ils vont sélectionner des profils, je leur dis oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, pourquoi. Et les personnes comprennent assez vite pourquoi ça marche pas. Quand on t'écoute, Ça a l'air très simple. ça a l'air tellement simple. On se demande pourquoi Camera existe parce que du coup, qui va se faire former tellement c'est facile. Donc attends, parce que bon, là on s'adresse les gens qui font de l'EM Lyon, même s'ils ont raté HEC, C'est ça, c'est ce que je plutôt voulais des dire têtes aussi. bien Ouais. faites. Ouais, vas-y. Justement, sur un réseau comme ça paraît assez simple. Après, j'ai eu des personnes qui n'étaient pas de ce même réseau. Et du coup, l'accompagnement était beaucoup plus complet. C'est-à-dire qu'on prenait des sessions de 1 heure, 2 heures par jour pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ok. Et du coup, tu arrives à identifier ce qui fait que une tête bien faite va avoir beaucoup plus de facilité. Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais est-ce qu'il y a des trucs en termes de compréhension des attentes du profil, ou est-ce que c'est parce que c'est des gens qui ont des réseaux et qui sont capables, ce qui n'était pas forcément ton cas, mais qui sont capables de se dire ah bah ouais tiens j'ai mon nom qui fait ça, du coup je comprends un peu quel type de profil il va savoir. Enfin, Mm. comment tu sais, enfin, d'après toi, Bah, quel est le secret en fait En fait, pour que ce soit si simple? non, c'est pas une question simple, mais si je prends le cas concret des 2 personnes qui bossent avec moi aujourd'hui, qui sont à l'EM Lyon justement, c'est des personnes qui avaient fait des stages en M&A. Donc, M&A, pas très simple comme métier, très exigeant. Mhm. Et en fait, c'est des gens qui ont beaucoup de curiosité. Donc, en fait, quand ils vont pas comprendre la chose, ils vont aller directement la chercher sans que je sois derrière à devoir leur expliquer. Et après, c'est des personnes qui ont un bon sens du raisonnement, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de leur Idéaliste. expliquer 10 fois pour qu'ils comprennent. Et puis ça doit être des profils quand même un peu atypiques, parce que quand tu as fait un stage en M&A, basculer vers le recrutement, c'est pas du tout intuitif. Pour eux, ça reste un Du job side. du side. Ils sont à 20 heures par semaine à peu près. Ça reste du side, mais en fait, ils ont comme quand moi j'ai commencé, ils ont un avantage qu'ils ne peuvent pas avoir forcément, parce que avoir une mission à 20 heures par semaine, on fait soit soit du service, soit des choses qui ne sont pas très valorisantes, on va dire. Là, je leur propose un salaire fixe, un variable. Ils sont en remote, ils organisent leur temps comme ils veulent. Et ça leur permet aussi de pouvoir poursuivre leurs études. Donc, Ok. moi, j'aurais rêvé qu'on me propose la même chose. Enfin, on me l'a proposé, du coup, je l'ai eu, mais c'était vraiment. Enfin, je propose à peu près la même chose que j'avais eu. Ok. Et sauf que toi, tu t'es pas dit derrière, je vais faire du M&A ou je sais pas quoi, comme tes copains de l'EM Lyon, Ouais. t'es resté dans ce truc de recrutement pour la qualité de vie, parce que quand tu dis, je sentais que je voulais pas faire un CDI, c'était quoi ton... Non, en fait, c'est une discussion que j'ai tout le temps avec mes amis qui sont justement à M&A, en finance, en conseil, etc. Déjà, je gagne mieux ma vie. Je bosse 3 fois moins. Je suis à mon compte. J'ai pas de pression de manager. Tu peux Je aller bosse vivre à depuis Bali. je bosse depuis où je veux. Et dans aucun monde, en fait, je reviens en arrière et je vais dans ces mondes-là. Et en fait, la seule chose j'ai l'impression que les gens suivent ce parcours, c'est le prestige et la perspective d'évolution sur 5-10 ans quand on va devenir partenaire et gagner soi-disant 1 million. Mais en fait, la pression que tu te prends pendant 10 ans, à 25 ans, et c'est soi-disant tes meilleures années, je pense que ça vaut pas le coup. Et quand tu es à ton compte et que ça marche bien, enfin, finalement, tu gagnes mieux ta vie que ces personnes-là qui bossent jusqu'à 3 heures du mat et qui commencent leur journée à 8 heures, quoi. C'est marrant d'avoir eu si jeune cette division-là. Alors après, t'es pas de la même génération que moi, t'es quand même beaucoup plus jeune, mais moi,
J'ai eu mon bac en 2000, je pense que absolument personne ne faisait ça, mais même pour ta génération, c'est pas non plus un J'ai truc aucun qui pote t'as qui aucun est, pote qui est qui faisait ça, là-dedans non surtout plus. Ouais. sorti. C'est marrant que tu aies quand même eu ce truc de dire, moi, ma qualité de vie, elle va primer sur le prestige, surtout quand tu es dans un moule comme le M Lyon, où tout le monde est un peu formaté pour rejoindre la finance, le M&A et les trucs qui régalent. C'est vraiment marrant. Tu penses que ça vient d'où chez toi? Je sais pas, Ton peut-être confort que. Non, mais en fait. Ton envie de confort de vie Ouais, mais en fait, déjà quand j'étais étudiant, je voyageais beaucoup. Je faisais tous les week-ends des petits voyages par-ci, par-là. Euh, j'ai toujours bien vécu. Et en fait, je voulais pas garder ce rythme de vie où je me lève assez tard. Aujourd'hui, je commence ma journée à 10h, 10h30, voire plus. Et je voulais pas avoir ce rythme où je devais me lever à 7h, prendre le métro, aller au bureau, avoir un manager. Le manager, parfois, t'es pas content de ce qu'il te dit, tu sens. Enfin, t'as déjà un problème alors que t'es junior, tu vois, et tu peux pas lui dire, bah non, je pense qu'il faut faire comme ça, t'as pas raison. Et donc, je voulais pas avoir cette confrontation, donc le seul moyen, c'est de créer sa Tu voulais propre être boîte. le chef, quoi. Comme Kemrat. Hein. C'est hyper intéressant. Et je pense qu'effectivement, tu as une très bonne capacité. Enfin, tu comprends tu dois très, très vite comprendre les choses et surtout les mettre en exécution. Mhm. C'est la raison pour laquelle je pense. Tu t'en sors très bien. Mais je sais pas. Je pense que c'est pas si facile que ça. Non, mais. J'existe, Non, mais j'ai une raison. J'ai peur que. Non, mais la crainte que j'ai, c'est quand on va t'écouter. Alors, je trouve ça hyper cool parce que tu es hyper inspirant. Mais c'est que les gens pensent que c'est trop facile. Ah ouais, ils vont nous dire Parce mytho. que- Ils vont nous dire Walid, mytho. Et je pense que c'est pas si facile que ça. Non, c'est sûr que c'est pas facile. Moi, je dis pas que c'est facile. Euh, Je raconte mon histoire, donc Mais mon évidemment. vécu. Mais après, quand je vois autour de moi les recruteurs, etc., c'est exactement je vois la qu'ils sont question dans que la galère de ouf. C'est exactement la question que j'allais te poser. Est-ce que autour de toi, tu as des consultants en recrutement qui n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais aujourd'hui? Ah oui, mais partout. En fait, j'entends partout que le marché du recrutement est en décroissance, que c'est la galère pour avoir des bons clients, que les clients payent, qui payent difficilement, que j'entends des problèmes vraiment Ouais, partout. bien sûr. On entend les mêmes, je te rassure. Ouais. On entend la même chose. Donc je dis pas que la vie est simple et que le recrutement. Non, c'est non, trop simple. mais je trouve ça hyper intéressant. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'en échangeant avec justement d'autres consultants en recrutement, pourquoi ces personnes-là n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais? Déjà, je pense que j'ai choisi un créneau où les gens me ressemblent. Je suis en start-up, les gens sont cool, ils sont dynamiques, ils veulent exécuter vite. Donc, par exemple, je réussirais peut-être pas dans un modèle où je suis en industrie ou en banque, où c'est hyper cadré, hyper processé, où il faut être en costume, cravate. Tu vois, peut-être c'est pas mon modèle. J'exécute hyper vite. C'est-à-dire que j'ai un Oui, je candidat, pense mon aussi. process, je le mets sur ma page LinkedIn. En moins de 20 jours, mon process il est fini, du moment où j'ai le brief jusqu'à ce que la personne soit recrutée. C'est-à-dire qu'il y a 24-48 heures entre chaque étape. Ouais. Et donc ça aide beaucoup à avoir une rapidité de la décision. Tu vois, Voodoo, ils ont une valeur dans laquelle je me reconnais, c'était push for speed. Et du coup, en fait, c'est tout le temps, il faut aller vite. Et après aussi, c'est que j'essaie de créer un bon réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les managers avec qui j'ai bossé auparavant, ils me recommandent ou ils me rappellent derrière. Ça, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée dans une réunion à côté d'une nana de chez Ringover. Et donc, elle me dit Ringover. Je dis, ah, toi, tu travailles avec Walid. Tu travailles avec Walid. Elle me dit, ah ouais, il est incroyable. Ah non, Walid, on l'adore. On peut pas s'en passer. Alors là, je me suis dit, oula, c'est... Non, mais c'est beau. Enfin, c'est pas tout le temps qu'on c'est gentil. C'est gentil de leur part. donc, non, mais bon, tu dois avoir vraiment un truc dans cette rapidité d'exécution et toi qui recrutes aussi au succès d'ailleurs, est-ce que tu fais une différence ou est-ce que du coup, comme tu as commencé par le RPO, est-ce que tu pratiques ton succès comme le RPO avec cette vélocité qui est nécessaire quand tu factures à la journée? Ouais. Ou est-ce que tu observes quand même que c'est un peu différent le succès, on peut être un peu plus, il y a plus de latence, où les gens acceptent? Ouais. Alors, ça dépend des boîtes, mais si je travaille comme je veux et que j'ai une bonne relation avec les personnes, je fais exactement le même modèle que le RPO. C'est juste le modèle de facturation qui est différent. C'est-à-dire que je parle tous les jours avec les managers. J'essaye même d'avoir leur accès sur Slack, sur leurs ATS, etc. Même au succès? Et en fait, eux, ils voient absolument pas la différence si je suis au succès. Okay. Mais du coup, moi, ça me permet d'avoir ma place gardée chez eux.
C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par quelqu'un d'autre alors que je bosse en continu avec eux. Peu importe si ça réussit ou pas, mais du coup, en fait, ils sentent que je suis quasiment en interne. Et ça fait beaucoup la différence, je pense. C'est intéressant. On s'interrompt 2 minutes pour vous présenter Calent. Calent, qui est un outil de sourcing pour les recruteurs, qui est plébiscité par la communauté Headlinker et qui nous fait l'honneur d'être le sponsor de notre première édition de podcast. Calent, c'est un outil de sourcing assisté par IA qui permet très simplement d'identifier les bons profils dans une base de plus de 100 millions de candidats, mais également de récupérer leur numéro de téléphone dans plus de 80% des cas, de lancer des campagnes multicanales, mail, MP LinkedIn et même WhatsApp, et même d'intégrer les candidats directement dans la plupart des ATS. La liste s'allonge tous les jours. Et Edouard n'en parle pas, mais moi qui suis sales, je pense qu'on peut aussi l'utiliser pour la prospection. Bref, c'est un outil multi-usage, très simple d'utilisation, qui est encore une fois plébiscité par la communauté Headlinker et qu'on ne saurait trop vous recommander. Donc tu disais que le modèle de facturation était différent. Quel est le modèle de facturation que tu appliques quand tu es au succès? Moi, je suis à 20%. Ok, donc tu es au pourcentage, tu n'es pas forfait. Je suis à 20%. Je demande pas d'exclusivité, mais généralement, j'en ai une. Ok. Parce que si ça marche bien une fois, deux fois, après, ils n'ont pas à aller chercher ailleurs. Je demande pas d'acompte. Ouais, pourquoi tu ne demandes pas d'acompte? Parce qu'en fait, j'ai envie de bosser avec des gens avec qui je fais confiance. Et c'est dans les deux sens, en fait. Si eux, ils sont contents, ils vont me payer, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont pas contents, en fait, je vais pas forcer, tu vois. Et l'acompte, en fait, je pense que c'est très bien, mais c'est aussi pour se rassurer. Les clients avec lesquels je bosse, j'ai pas besoin de me rassurer avec eux. Ok. C'est intéressant ça, hein. C'est pas souvent qu'on entend ça. Moi j'entends dire que l'acompte ça fatigue parce que quand le client c'est pas ce qu'il veut ou je sais pas quoi, bah au moins quand on est au succès on peut le lâcher. Ouais, mais bon, l'acompte c'est quoi? C'est 1 500 €, 2 000 €. Pour moi ça me rassure pas en fait. Soit j'ai 20%, soit j'ai 0, tu vois. Non, ouais, ça c'est 1500, 2000, c'est plus les frais de démarrage de ce que je comprends. Ouais. L'acompte c'est plutôt 30%, donc après ça dépend des missions, des factures, du prix du. Après il y a autre chose, c'est que demain si j'ai un nouveau client, moi j'ai pas encore la référence sur le marché pour dire salut, je veux un acompte. Faut aussi avoir ce recul où je suis pas encore assez connu pour dire si vous voulez bosser avec moi, c'est temps. Ouais, mais c'est intéressant. Je suis pas sûre que ce soit une question d'être connu ou pas. Tu m'expliquais que tu nous expliquais que quand tu travailles sur une mission au succès, tu fais comme si tu étais en interne. Ouais. Donc ça veut dire que tu as un niveau d'engagement et de qualité qui est différent de quelqu'un, d'un autre. Moi, j'entends pas souvent ça. Des consultants en recrutement qui me disent qu'ils ont le Slack, qu'ils sont intégrés au Slack ou au Teams, tu vois, c'est assez rare. Déjà, ça nécessite que la boîte n'ait pas mandaté 5 cabinets, parce que si tout le monde a accès au Slack, tu vois pas. Oui, mais voilà, on voit que mais ça en fait, je le fais très rarement au début, mais je le fais après le premier recrutement et qu'après on lance un deuxième. Je leur dis écoutez, vous avez vu, ça a bien marché. Faisons comme. Donc je me connecte à votre ATS. Moi, j'ai absolument jamais entendu quelqu'un me dire ça. J'arrive dans une mission au succès, je voudrais être connecté à l'ATS de la boîte. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc. J'avais même lancé une fois un modèle où j'avais en fait une rémunération différente en fonction de si c'est de l'inbound ou si c'est de l'outbound, mais au succès. Donc, c'est-à-dire, si moi je source la personne, c'était 20%. Par contre, si j'avais accès à leur ATS et si je prenais la personne de leur ATS, c'était genre 7-8%. Quoi. Ça, c'est vraiment pas con. Et en fait, je pense que c'est là que du coup, quand on communique là-dessus, il y a beaucoup de boîtes qui se disent non mais vous êtes des apporteurs de CV, et d'ailleurs qui souvent disent ah bah non mais moi je veux pas ce candidat là parce qu'il était dans ma base. Il était dans ta base, mais tu as quand même appelé un cabinet pour chercher un profil. Donc déjà, c'est que tu la frontière pas elle est souvent très difficile en se disant est-ce que le candidat à qui il appartient, et du coup c'est... Oui, c'est ça. Ouais, mais quand tu mandates quelqu'un, c'est comme moi chez Headlinker, quand les mecs partagent une mission et que quelqu'un apporte le candidat et que l'autre dit non mais je l'avais déjà dans mon ATS. Attends, si tu as pris le temps d'aller sur Headlinker, de partager ta mission, c'est que tu l'avais pas trouvé le gars. Donc c'est pas de nous dire je l'avais, tu l'avais pas. Ouais, ça arrive donc tout en le temps. Et je pense que c'est le truc d'apporter la valeur, de dire c'est pas que je vais pas vous pousser des CV. Ouais, les CV vous les avez déjà, mais je vais vous mettre sous le nez celui qui va bien et je vais convaincre le candidat que c'est chez vous qui doit aller. Et c'est ça la valeur aussi d'un cabinet de recrutement, au-delà de je vais vous sortir des CV du chapeau. Comme tous les outils du marché peuvent le faire en interne, en fait, sans avoir besoin d'externaliser les besoins. Ouais, j'avais eu le cas une fois où, en gros, j'avais présenté le candidat. Le candidat avait candidaté sur la plateforme de la boîte. Je l'avais pris en entretien. Et ensuite, il passe les entretiens. Il est accepté, il a une offre. Il refuse.
Et en fait, 1 an après, on rouvre le même poste. On a recruté quelqu'un d'autre en attendant, mais 1 an après, on rouvre le même poste. Je recontacte la personne. Elle est chaud. Et du coup, en fait, il refait les entretiens et il a encore une offre et cette fois-ci, il accepte. Et en fait, quand on m'a demandé de facturer, moi, j'ai mis 20%. Parce qu'en fait, c'était mon réseau. 1 an après, Bah, bien sûr. c'est devenu mon réseau, en fait. Et eux, ils ont considéré que non, il était dans la base. Et du coup, c'était pas les 20%, c'était les 8%. Et en fait, le oui. contrat ne couvrait pas ce cas-là. Ce cas, maintenant, Et maintenant, si. Mais je pense que justement, quand on vient pas d'une grosse structure, d'une agence, moi, j'ai jamais eu de contrat. C'est ChatGPT qui m'a fait mes premiers contrats. C'est en appelant quelqu'un en disant t'as pas un contrat que je peux réutiliser. Et du coup, c'est comme ça que je construis mon offre avec l'expérience aussi, quoi. Bah ça, c'est tout le monde, hein. Je te rassure, Ouais. moi, c'est pareil. À chaque fois, il y en a un qui se prend une douille derrière, il est là. Derrière, oui, je suis- comment vous avez rédigé la clause, les autres? Et donc, ils se partagent là dans les cafés. Ouais, attends, je t'envoie mon contrat, je fais rédiger Ouais, c'est par ça. un avocat. Mais tant que t'as pas été confronté Ouais. au truc, bah, t'as pas, Je la peux pas y clause, penser tout t'as seul, pas quoi. la clause qui va bien, donc faut Ouais. attendre. Au prochain. Faut faire, ça, c'est ce que disent les gars dans le business. Ouais. Faut faire toutes les erreurs le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Comme ça, après, Comme t'es ça, après, prêt, t'as toutes tes réponses. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de prospecter ou est-ce que est-ce que tu prospectes? Non. Non, du tout. Mais il faudrait. Je suis Ok. conscient qu'il faudrait. Après, en fait, je suis en train de me poser la question de est-ce que je grossis vraiment vite et je recrute, par exemple, un commercial, trois recruteurs et du coup, je passe à une autre dimension. C'est une des possibilités. Ou l'autre possibilité, c'est que je reste sur mon train tranquille et je continue avec les clients que j'ai, avec les recommandations, avec le réseau. Le problème de prospecter, c'est qu'ensuite, je serai forcément pas exclusif avec des gens que je connais pas. Et du coup, forcément, dans une difficulté d'être assuré, de pouvoir recruter avec eux et d'être un peu comme à l'interne. Là où c'est différent, c'est que quand c'est de la recommandation et du réseau, bah forcément, ça va beaucoup moins vite parce que j'ai pas des recommandations tous les jours. Mais par contre, quand je bosse avec les gens, bah c'est du travail de qualité et je suis sûr derrière de facturer. Ah ouais, Donc c'est un peu intéressant. Tu c'est un tires peu, des ouais. balles dans les pieds de Kama en permanence. Ça. Ouais, bah, vas-y. Non, mais dis-moi ton point de Bah vue. non, du mais coup. elle est forme sur la prospection. On va Non, pas mais lui dire que les leads de prospection Non, sont... non, moi je suis convaincu qu'il faut que, non, après, que il je a raison prospecte, que mais la c'est juste moi, recommandation. quelle dimension j'ai envie d'avoir. Est-ce que c'est Bien sûr, oui, rester oui. à mon échelle et du coup on est 3-4 personnes, on bosse tranquillement, on est du RPO, etc. Ou j'ai envie de passer en agence, full agence, et du coup là forcément il faut prospecter et Ouais, faire bien appel à sûr. Camara. Non, mais par tu as quand exemple. même dit que les leads qui viennent de la prospection sont moins quali que les leads qui viennent de la recommandation, ce qui est vrai. Oui. Bah, ce qui est vrai, mais Bah, après, bien sûr. personne ne peut dire le En contraire. oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas de sujet, y a pas de sujet là-dessus. Dans la recommandation, tu l'as très bien dit. En fait, le risque juste de la reco, mais il l'a très bien dit, c'est que tu n'en as pas tous les jours. Ouais, c'est beaucoup Et moins quand vite, tu dépends de la reco et que tu sais pas aller chercher tes jobs, ça impacte directement ton chiffre d'affaires et ton. Moi, sur une année, par salaire, exemple, mais- j'ai deux recos qui viennent, 2-3. Sur une année? Ouais. Oui, En par contre, RPO. tu as du récurrent mais c'est- de tes clients historiques. Ouais, de c'est tes ça. clients historiques. Ouais, les clients, je les garde quasiment tous. En RPO, J'ai pas de la de reco, churn. pardon. De la reco en Peu RPO. importe, Ouais, peu RPO importe. Et ou- placement aussi, ouais. ok. Mais en fait, si c'est du RPO, après, je fais de l'apport d'affaires ou si c'est Ouais, bien du sûr. placement. Ouais, et puis après, ce qui est dur, c'est que si là, on sent que tu es déjà, même si tu dis que tu bosses pas énormément, on sent que tu as quand même une fibre de gros bosseur. Le gars, tu faisais tes études, tout en même dépend temps, tu de- t'as fait un succès. Là. On sent que tu peux envoyer quand même un gros volume horaire. Si tu te mets en plus à prospecter, ça veut dire que tu vas devoir recruter des gens. Si tu dois recruter des gens, ça veut dire que tu as des charges fixes. Donc, si les leads sont pourris et que tu as les charges fixes, tu te retrouves dans le même corner Ouais. que les cabinets de recrutement aujourd'hui, sauf à avoir identifié les bons profils, ce qui est déjà le cas, puisque quand même arriver à prendre des étudiants qui connaissent rien au recrutement et les former en leur disant « je suis dispo pour toi 15 minutes par jour » et les mecs envoient derrière, c'est que déjà, tu as trouvé un filon de recrutement qui est énorme, parce que je peux te dire qu'il y en a plein qui cherchent. Alors, écoutez ce filon, les gars, déjà. Allez faire le M Lyon. On recommande. Qui a dit que les études, c'était pourri? Bon, c'est quand même... Non, mais pour moi, c'est plus du prestige et du réseau que ce qu'on apprend. Parce que après, les cours, j'en retiens pas beaucoup. Mais, mais derrière, c'est le M Lyon qui m'a permis d'avoir la mission, qui m'a permis derrière d'avoir Ouais. d'être repéré par Youmani pour faire la mission et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, ma première mission, je sais qu'il m'avait pris parce que j'étais à l'EM Lyon aussi. Et du coup, donc, ta boîte, elle s'appelle Walid, donc
Walead. Donc, pour ceux qui l'ont pas, le petit jeu de mots, quand même, le prénom prédestiné à faire du business, on peut quand même le dire. Comment tu structures ça, la boîte? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Comment tu l'as montée? Ouais, en gros, je l'ai monté. Enfin, au début, j'étais en freelance, donc en micro-entreprise. Et en fait, quand tu es en micro-entreprise, du coup, tu as le droit de dépasser le chiffre d'affaires maximum de 72 000 euros pendant 2 ans consécutifs. Et du coup, mes premières années en tant qu'étudiant, j'étais à 50 000 à peu près. Donc, j'avais pas dépassé ça. Et après, quand je me suis lancé à temps plein, je l'ai dépassé sur les 2 premières années. Et du coup, j'étais obligé de passer en société. Et après, j'ai connu un réseau d'entrepreneurs qui étaient du coup des consultants en freelance, qui avaient un espace de coworking et qui était basé à Argenteuil. C'est quoi tu peux nous dire le nom de ce réseau? Ouais, c'est OTI Consulting. OTI? Ouais, OTI. C'est des consultants C'est un en groupe recrutement? Non, c'est des des consultants, des product owners, des Ah! devs que j'avais rencontrés via un post LinkedIn. Et du coup, en fait, il y avait celui qui a créé le coworking t'accompagne en fait sur la création de ta boîte. Du coup, je me suis lancé avec eux. Donc aujourd'hui, j'ai une SASU, société à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, et qui est basée du coup à Argenteuil. Ok. Ok. C'était plus rien à voir mais avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'était plus intéressant pour toi d'être à l'IR plutôt qu'à l'IS? Ouais, en termes de taxes. Ok. C'était plus intéressant d'être à l'IR parce qu'en fait, à l'IR, déjà, il y avait une aide quand on se mettait à Argenteuil. Du coup, vu que je bosse depuis Argenteuil le plus souvent, je peux avoir une aide de l'État. Et ensuite, je me verse pas de salaire sur l'année. Tu veux faire des dividendes? Non, des bénéfices. Enfin, c'est la même chose que les dividendes, c'est juste les bénéfices de la boîte. Et après, je suis taxé à l'impôt sur le revenu, du coup, derrière. Ok. Voilà. Ok. C'est pas commun non plus, décidément. On a bien fait de t'inviter. Tout le monde, j'ai l'impression, est plus sur des modèles SARL. Ouais. Ouais, ou à l'IS. SASU ou URL, ça dépend. Alors, soit SASU, mais enfin, c'est SAS ou SASU à l'IS, soit SARL et qui se verse des salaires pour réduire, justement, c'est moins cher que se verser des salaires par la SASU. Mais effectivement, toi, si tu verses des bénéfices, c'est encore un autre modèle. C'est pas le truc, vraiment pas le truc le plus courant. Non, mais en termes d'optimisation, c'est pas mal. Ok. C'est quoi ton objectif enfin, ta vision, ton objectif à 3 ans? C'est une très bonne question. J'en parlais tout à l'heure. C'est que je suis vraiment dans un entre-deux où je sais pas si je continue sur le même rythme et je grandis doucement. Mais je pense pas que ce sera le cas. Parce que j'ai l'ambition de grossir beaucoup plus vite. Donc je pense qu'à partir de l'année prochaine, fin d'année prochaine, je pense qu'on sera une dizaine. Ok. Et après, en fonction du marché, moi j'aimerais bien grossir la boîte et après me diversifier aussi. Donc je pense que d'ici 3 ans, je continue l'activité de recrutement. Alors je serai peut-être plus en RPO, mais du coup, j'aurai une équipe soit RPO, soit qui me permet de faire du placement. Et d'autre part, j'aimerais bien lancer un produit. Alors un produit SaaS, un produit, une scorecard, une marketplace, quelque chose avec de l'IA peut-être. Je pourrais peut-être te revendre Adlinker. Faudrait qu'on en parle, Walid. Ouais, ça peut être une idée, racheter une boîte par exemple. Ça dépendra de ce qu'il en est. En fait, j'ai tenté de me lancer cette année. Je pense qu'il était encore un peu tôt pour moi parce que j'étais encore à fond sur mes missions, sur le fait de générer du cash aussi. Encore dans l'opérationnel? Ouais, enfin, je pense que j'ai encore besoin de me rassurer en gagnant du cash. Mais tout est une question de timing et je pense que le timing viendra d'ici 1 an et demi, 2 ans. Tu as prévu du coup de éventuellement recruter sur les prochaines années, recruter en freelance ou recruter en CDI? C'est une très bonne question. Moi, j'étais toujours anti-CDI. Mais je considère que c'est une bonne chose aussi d'être en CDI. Enfin, tout le monde n'a pas le même profil entrepreneur et indépendant, etc. Mais moi, j'aimerais bien continuer à bosser avec des freelances qui se donnent à temps plein. C'est-à-dire ils peuvent avoir leur business à droite à gauche, mais du coup qui sont dédiés uniquement à ma structure. J'aime pas les collectifs où on va bosser à droite à gauche. Mais après, en fait, le format du freelance te permet d'avoir une flexibilité que tu n'as pas en CDI. Je suis pas sûre d'avoir compris le modèle. Pardon. Je peux redire. Ouais. Tu veux recruter des freelances? Je vais donner un exemple concret aujourd'hui. Ouais. J'ai une personne qui bosse avec moi au Maroc. Oui. Plutôt qu'elle soit en CDI, elle est en freelance, mais elle bosse avec moi. Donc, avec toi? À temps plein.
On peut dire que c'est du salariat déguisé, ça ne l'est pas. Tout simplement parce qu'après, derrière, il a d'autres business à côté. Oui, voilà, ça a été ma Donc question. en fait, il développe ce qu'il veut, mais moi, il se donne à temps plein. Ouais, puis lui, ça lui permet d'être J'ai compris. ouais, enfin quand même en freelance. Ouais, lui, en fait, lui, il aura sa base fixe, il Mm. aura sa commission, mais le jour où il veut partir, bah, il a 48 heures de préavis. Le jour où ça marche plus et qu'on veut se séparer, bah, on se sépare. Mais pour autant, ça fait très longtemps qu'on bosse. Enfin, ça fait très longtemps non, mais ça fait 1 an qu'on bosse ensemble et ça se passe très bien. On s'est jamais posé la question de est-ce qu'on va se séparer ou pas. Enfin, je vois pas pourquoi je devrais me rassurer avec un CDI. Pour moi, c'est plus de problèmes de mon Bah, c'est côté. peut-être aussi parce que le gars est au Maroc, parce qu'en France, tu as beaucoup En de gens France, qui c'est sont... pareil, je pense. Ouais, c'est marrant, on en parle souvent parce que du coup, donc Camra qui peut former des gens donc dans des cabinets, des salariés qui veulent rester salariés parce qu'ils ont ce truc de la sécurité. Si jamais je suis malade, si jamais je suis si jamais je veux acheter, si jamais je veux être au chômage. Enfin, les gens sont très rassurés et ils sont pas forcément... Ouais, mais Et puis juste pour côté entrepreneur, compléter, c'est quoi l'avantage? oui, le fait d'être assuré, mais il y en a qui kiffent aller au bureau. Tu vois, Ouais. hier, je dînais avec un très bon copain à moi qui est dans un cabinet de recrutement. Et il me disait, mais en fait, moi, ça me va très bien d'être dans mon cabinet. Je me sens hyper bien. Je kiffe aller au bureau et je kiffe voir mes collègues et faire monter les gens en compétences et les former, etc. Donc, il y a la question de la rassurance. En fait, juste l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Et là aussi, la raison qui est, en fait, j'adore aller au bureau. Ouais. Mais du coup, Non, côté entrepreneur, moi, bah, quel est mon t'adresses pas les intérêt mêmes que la cibles. personne soit rassurée qu'elle ait un congé paternité? Parce que du coup, je pense que tu fidélises quand même plus. Le gars, il est en CDI, il est plan-plan, il a sa personnalité qui lui va bien, machin. Il est là tu pour rester. fidélises, mais si le jour où le CDI veut partir, il part. Ouais, le bien jour où il sûr. est démotivé, il part. Le jour où il te met un arrêt maladie, il te le met. Et le freelance, en fait, c'est la même chose. C'est que le jour où tu le payes bien et que tu es sérieux avec Ouais. lui, il va vouloir rester. C'est dans un truc vertueux, ouais, c'est sûr. Je pense que c'est dans les deux sens. Ouais, Mais après, en France, c'est ce que je il dis, n'y a c'est pas pas trop fait la pour tout le culture, monde. tu vois, du Non. freelancing. Alors peut-être plus dans la tech. Ouais, alors ça se fait de plus en plus, mais ouais. Et du coup, le profil avec qui tu travailles, ou Ouais. si tu es amené à faire grossir ton équipe, est-ce que tu iras plutôt chercher des gens qui sortent de ton école, dans ton ancienne école, et que tu vas former aussi, ou plutôt des gens qui ont déjà bossé dans le recrutement, qui sortent de cabinet? Enfin, c'est quel type de profil que tu aimerais voir Bah là, bosser avec toi? je teste les deux. Les deux fonctionnent assez bien. Après, je pense que ce Donc, sera... le recrutement, c'est très simple. Le management, c'est très simple. C'est toi Non, qui mais- devrais être formateur, mon gars, parce que... Non, mais je pense que ce sera compliqué pour moi de débaucher des gens qui veulent faire du M&A pour faire du recrutement. Oui, je pense aussi, mais pourquoi pas. Ça, je pense que c'est très Une fois clair. qu'ils auront burné, tu pourras aller les rechercher. Mais par contre, on peut trouver un modèle où en fait, je leur montre ce qu'ils peuvent gagner et puis à eux de voir Donc, encore des s'ils gens que veulent tu rester. formes, en fait. Ouais. Ok. Non, oui, par contre, j'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent avec leur bagage derrière et qui sont pas d'accord peut-être avec des méthodes ou... C'est ultra En fait, tu veux les intéressant, ça. formater à ta Les formater, méthode. non, mais les former. Oui. Bah, c'est un Parce peu que les deux. formater, c'est vraiment robotiser. Non, mais les formater à une méthodologie. Ouais. C'est hyper intéressant parce que nous, on a parlé dans le podcast notamment à des dirigeants de cabinets Ouais. qui, eux, ne veulent recruter que des gens qui sont déjà expérimentés, qui sont bankable tout de suite, qui vont directement ramener du résultat, qui ont vraiment une logique très opposée à la tienne. Donc, c'est hyper intéressant ce point de vue. Après, tu penses qu'il faut combien de temps d'ailleurs pour les former et qu'ils soient opérationnels En fait, je pense que ça rassure d'avoir quelqu'un qui a un background et on lui dit l'année dernière, j'ai rapporté 150 000 ou 250 000 à ma boîte. On se dit que la personne pourra performer de la même manière. Moi, je parle du principe que si je forme la personne et qu'elle suit à peu près les mêmes process, elle pourra faire peut-être autant que moi et du coup, ça ira beaucoup plus vite. Combien de temps il faut pour former? En fait, il faut, je pense, 2-3 semaines pour que la personne comprenne comment faire le sourcing. Et après, il faut être peut-être 3 mois pour que la personne commence à être autonome. Et après, au bout de 6 mois, je pense que la personne est autonome. Ok. Et du coup, les 2-3 semaines, tu mets le gars à côté de toi et il te regarde faire toute la journée ou ça se passe comment? Non, en gros, par poste, on fait 2-3 shadows. Donc la personne me shadow, c'est-à-dire qu'elle voit comment je fais mes entretiens. Donc on fait les entretiens ensemble ou du coup elle regarde. Ensuite, je fais l'inverse. Donc c'est-à-dire que c'est la personne qui fait les entretiens, moi je la shadow. Donc je me mets en backup. Une fois que je vois que c'est bon, je les laisse faire leur vie. Et après, ils m'envoient juste le profil, je valide et après, j'envoie au client. Donc, tu commences par le sourcing, par les former au sourcing. Ouais.
Ok. C'est aujourd'hui, en fait, le problème de temps que j'ai Mm. et qui me manque. Donc, c'est le sourcing. Donc, c'est la première chose sur laquelle je les forme. Après, les entretiens, bien sûr. Et ensuite viendra la prospection. Mm. Mais du coup, tu vois, par exemple, ce serait intéressant de bosser avec toi sur la formation de la prospection, parce que moi, je pense que je suis pas très bon en prospection. Bah, quand tu veux. Franchement, quand t'as pas besoin de prospecter, c'est quand même royal. Bah, tout dépend de la dimension qu'on va avoir. Tu vois. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Si t'as demain je veux raison. faire 1 million, je serais obligé d'aller prospecter. Ouais. Ou sinon, je dois attendre 5 ans. Ouais. Donc, tout dépend de la vitesse. Non, mais c'est vrai. Non, mais tes ratios, Walid, ils sont hors sol. Il n'y a personne qui dit ça. Oh, sinon, pour le million, il faut que j'attende 5 ans en faisant rien. Non, franchement, Non, mais Pff, on va vraiment nous prendre pour des mythos dans ce podcast avec Camera. Donc, tu seras le dernier à passer. Je passerai peut-être pas. Tu risques d'être pas mal contacté. Hein. Les gens vont se dire ok, on veut voir si ce Bah, gars je les existe. renverrai vers comment on me fait n'importe quoi. Non, très marrant. Et moi, je voulais revenir, donc là, on arrive à la fin du podcast, sur un sujet qui a l'air de te tenir à cœur. Alors, la semaine dernière, je tombe des nues en ouvrant mon LinkedIn, je vois que tu as interviewé Marine Le Pen sur TF1, normal. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu es contacté par LCI et TF1 pour poser une question à Marine Le Pen? Surtout, qu'est-ce que tu fous dans un hammam au moment où tu poses la question avec un son dégueu? Donc là, on veut bien Ça les va, coulisses de t'abuses. ça et surtout le message que tu voulais faire passer, qui Ok. je pense est un message hyper intéressant dans le contexte de recrutement qu'on connaît, où il y a beaucoup de postes qui sont extrêmement pénuriques. Et quand tu dis faire des ponts entre les gens, Ouais. je pense qu'il y a effectivement un truc à creuser de ce côté. Donc je voulais que tu t'exprimes sur ce point. Ouais, c'était intéressant. En fait, je me fais contacter de nulle part, même stalker par une journaliste de TF1 qui me contacte sur Facebook, Instagram, LinkedIn et ainsi de suite pour me demander en fait de venir au plateau, confronter Marine Le Pen, lui raconter mon histoire et en fait parler de l'immigration. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais au Maroc. Donc je lui ai dit, On a vu, ouais. donc je pouvais pas y aller. Je leur propose de faire une vidéo. Enfin, on en parle, on discute. Ils me disent, bah ouais, du coup, on peut faire une vidéo. Vous lui posez une question et vous racontez un peu votre histoire et vous finissez par une question. Bah, du coup, c'est ce que je fais. Donc, je raconte un peu mon parcours, mais en 20 secondes. Et après, je lui pose une question. En fait, sur le discours de Marine Le Pen, enfin, c'est beaucoup moins aujourd'hui parce qu'ils essaient de diaboliser le parti. Ils y arrivent plutôt bien. Mais en fait, la question que je lui ai posée, c'est pourquoi, au lieu de créer des ponts entre les gens, ils font la différence encore entre les Français de l'immigration et les Français de souche. Sa réponse était que jamais, jamais ils ont fait de différence, alors qu'il n'y a pas plus tard qu'en 2023, ils voulaient interdire des postes aux binationaux. Et après, en fait, j'ai rencontré Jacobelli sur un autre plateau. Il me disait que c'était une connerie, tu vois. Donc leur discours, en fait, il essaye d'être le plus lisse possible, mais au final, je ne sais pas si c'est vraiment leur conviction. Donc j'ai posé cette question. Après, ils avaient bien kiffé sur le plateau et en fait, ils m'ont rappelé derrière pour venir cette fois-ci au plateau et participer à une émission qui s'appelle Face aux Français et où je pouvais raconter mon histoire d'immigré qui a un peu réussi sa vie, etc. Et donc le message derrière tout ça que moi je voulais faire passer, c'est qu'on peut être immigré, de parents immigrés, arriver en France pour faire ses études et pour apporter à la France en fait, pour pas attendre des aides sociales, le RSA. T'as proposé un logement social. Ouais, non mais c'est ça. Non, mais vraiment, elle a dit Mais non mais que pour pour un les garçon pour lui, les garçons pour toi, les garçons je comme veux ça. qu'il ait le RSA ou les aides sociales. Mais Merci, madame. merci Madame Le Pen, ouais. Mais ouais, c'était ça en fait et en fait moi je le vois tous les jours dans le recrutement, c'est que dès que j'ai un poste de junior, j'ai quasiment autant d'étrangers que de Français. Enfin juste en termes de nom ou de titre de séjour ou quoi. Donc c'est une question que je pose toujours et j'ai plein d'étudiants qui me disent bah on m'a refusé parce que j'ai le voile. J'ai même moi dû le faire et c'était un truc qui m'a vraiment gêné. On refuse des étudiants parce que ils sont proches de l'expiration de leur titre de séjour, etc. Alors qu'ils ont fait des top écoles et ainsi de suite. Donc en fait, je pense qu'il faut juste faire la différence entre une immigration illégale contre laquelle il faut lutter, forcément. Ça peut avoir des bons côtés, mais généralement, il faut lutter. Et pour moi, il faut mettre en avant l'immigration légale où les gens viennent pour étudier, et pour travailler et pour apporter à la France. Et au final, on paye beaucoup plus d'impôts que ce qu'on a reçu comme service.
Et du coup, tu penses qu'il y a notamment sur des postes très pénuriques. Alors nous, on travaille Ouais. beaucoup chez Headlinker sur le secteur de l'industrie qui est très pénurique, où il y a en fait plus du tout de candidats en France. C'est vraiment très très compliqué. Et du coup, il y a quand même des gens qui me disent qu'ils creusent des filons, notamment avec le Maroc, où les Marocains sont hyper experts de ces domaines-là. Et comme il n'y a pas en France, ça serait cool de pouvoir les faire venir. Sauf qu'effectivement, c'est les mêmes sujets que ceux que tu viens d'évoquer qui sont mis en avant. Est-ce que du coup, toi, tu es plus dans la tech? Tu as aussi dans la tech des domaines, des spécialités qui sont très pénuriques et pour lesquelles ça serait vraiment cool d'ouvrir un peu plus les vannes? Ouais, bah après, je pense que les gens qui sont dans la tech sont un peu plus ouverts d'esprit peut-être que Que les mecs d'autres de l'industrie. secteurs. Mais du coup, en fait, dans les candidatures, aujourd'hui, ça se voit qu'en fait, il y a une dominance d'étrangers sur certains postes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils auront le poste, mais Parce qu'ils sont plus qualifiés sur certaines spécialités? ouais, c'est ça. Oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi, tu vois, typiquement, en France, on manque beaucoup de femmes ingénieures. Ouais, j'allais parler exactement de ça. Alors qu'au Maroc, mais pour plusieurs raisons, alors qu'au Maroc et en Tunisie, il y a autant de femmes, si ce n'est plus, ingénieurs que d'hommes. Mais parce qu'en fait, on valorise aussi beaucoup les... En fait, on ne fait pas la distinction dans l'éducation scolaire au Maroc et en Tunisie sur t'es une femme, du coup, il faut plutôt que tu ailles faire L. Et le garçon, du coup, c'est très matheux, c'est très difficile, les sciences dures, comme on les appelle. Du coup, il faut que tu fasses S. C'est pas du tout comme ça dans ces deux pays, en tout cas, parce que je les connais un peu. Alors qu'en France, c'est quand même très différent culturellement. Ouais, après, tu vois, l'avantage d'aller au Maroc, c'est une question de coût aussi, il ne faut pas se le cacher. C'est que moi, par exemple, la personne, je la paye 2 fois mieux, quasiment, et elle me coûte 2 fois moins qu'ici. Donc, au final, il y a une raison d'outsourcer là-bas. Donc, ouais. Ok. Ben, on arrive à la fin de ce podcast. Camarade, il te restait une question? Non. Merci Walid. C'était vraiment cool. Merci beaucoup Alice, c'était hyper intéressant. On te souhaite le meilleur pour la suite et on te dit à très vite. À l'apéro Merci. Headlinker. Salut. Demain. Salut. Bye.